Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI Slate TTSO qui passe en revue l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Laurence, le silence et le calme sont tombés sur Washington. Et ils sont tombés sur Washington depuis que Trump est parti et surtout que son compte Twitter a été suspendu définitivement. Mais cette période d'apaisement est peut-être terminée car dimanche dernier, Trump lui-même s'est rendu au CPAC, le Conservative Political Action Conference, où il a prononcé un discours de 90 minutes, sa première apparition publique depuis son départ de la Maison-Blanche. Et clairement, he's back. Il a promis des primaires très brutales pour les républicains modérés, ceux qui refusent de répéter qu'il a gagné les élections en novembre dernier. Il a également annoncé qu'il n'allait pas créer un nouveau parti, une question qui se posait ces derniers temps. Et on peut se demander pourquoi il le ferait en effet. S'il décide de se représenter en 2024, il pourra s'appuyer sur un parti républicain qu'il a entièrement à sa main. Pourtant, Trump n'a, pour l'instant, plus moyen de communiquer directement avec sa base. Il fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires. Et les autres candidats républicains présomptifs pour 2024 n'ont pas forcément envie de le voir dans la course. Alors, Laurence, on fait un petit bilan. Qu'est-ce qu'il faut penser? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ce CPAC? Ou plus correctement, d'ailleurs, vous me l'avez fait remarquer, Laurence, ce CPAC où Trump a fait son grand retour dimanche dernier. Eh bien, c'est tout simplement la conférence annuelle de la mouvance ultra-conservatrice aux États-Unis. C'est un événement qui a été créé en 1974 et d'ailleurs cette année-là, le discours inaugural a été prononcé par Ronald Reagan, qui était à l'époque gouverneur de Californie. Et depuis, donc, le CPAC a lieu tous les ans, généralement en février. Donald Trump y a été pour la première fois en 2011 et depuis cette date, on l'y a vu quasiment tous les ans. Une exception notable, c'est 2016. Cette année-là, on était au début de la primaire républicaine et Trump faisait encore face à un certain nombre de conservateurs très sérieux, notamment Jeb Bush. Et comme il ne voulait pas prendre de risques face à cette opposition, il avait boycotté l'événement. Revenez un petit peu sur le positionnement de ce CPAC. Eh bien, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que le positionnement du CPAC, il est extrêmement conservateur sur toutes les questions de société. Et on y voit évidemment un fondement religieux absolument phénoménal, inspiré par les mouvances évangéliques et charismatiques à la droite du Parti républicain. Si vous voulez, on pourrait les comparer avec les mouvements français catholiques intégristes, ou tout au moins catholiques réactionnaires, qui sont en France évidemment beaucoup moins importants. Et d'ailleurs, il est significatif de noter qu'en février 2018, le CPAC avait invité comme oratrice Marion Maréchal-Le Pen, qui est proche de ces milieux catholiques traditionnels en France. Cependant, on est quand même proche du profane, voire du blasphème, parce que ce week-end, à Orlando, devant les salles de conférence, il y avait une statue dorée de Donald Trump mesurant près de 2 mètres et devant laquelle les participants pouvaient se prendre en selfie s'ils le voulaient. À mon sens, c'est du culte de la personnalité et on a même évoqué l'image du veau d'or. Vous savez, cet épisode dans la Bible qui n'a certainement pas échappé aux participants protestants conservateurs du CPAC 2021. Bon, quoi qu'il en soit, il faut ici rappeler qu'il y a plusieurs droites à l'intérieur du Parti républicain aux États-Unis. Il y a cette mouvance CPAC, donc conservatrice et religieuse. Il y a la mouvance des républicains très très libéraux sur le plan économique. Et puis il y a celle des populistes comme Steve Bannon qui n'est pas très religieuse. Et d'ailleurs, Steve Bannon a plutôt établi des liens avec Marine Le Pen, comme on l'a vu au début de la campagne pour les élections européennes en 2019. Tant qu'on est sur ce sujet, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a beaucoup d'échanges entre les droites dures, US et France? Il y a des liens au niveau politique, donc on vient de le voir, mais il y a aussi des influences intellectuelles, si vous voulez. La nouvelle droite française, comme Alain de Benoît, ou plus récemment Renaud Camus, sont des références intellectuelles qui sont régulièrement citées par la mouvance alt-right aux États-Unis. Quels ont été les thèmes développés cette année par le CPAC? Ce week-end, le thème numéro 1, c'était la dénonciation de la cancel culture, c'est-à-dire la culture du bannissement, et la dénonciation aussi de la woke mob, c'est-à-dire la meute progressiste. Donc là, on est vraiment sur des thèmes culturels vraiment très habituels à la droite du Parti républicain. Et le thème numéro 2, c'était bien sûr celui de la fraude électorale massive qui aurait eu lieu en novembre dernier. Cette fraude qui justifierait, aux yeux de nombreux orateurs du CPAC, les événements du Capitole le 6 janvier.
Et c'est ces deux thèmes qu'a repris Trump lors de son discours? Oui, d'ailleurs, vous l'avez dit en introduction, Trump a promis des primaires extrêmement dures pour les républicains qui refusent de parler de fraude. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il les a nommés un par un à la tribune, notamment Liz Cheney, la représentante du Wyoming, ce qui est quand même extrêmement inquiétant pour eux. Il a aussi évoqué, vous le disiez, la possibilité qu'il se représente en 2024. Et je voudrais vous citer au passage les derniers chiffres de financement politique, puisque tous les 3 mois, ces chiffres sont rendus publics par la Federal Election Commission. Eh bien, dans les 2 mois qui ont suivi l'élection de début novembre, Trump a levé 255 millions de dollars, ce qui lui permet de voir venir s'il veut se relancer dans la course. Une bien mauvaise nouvelle pour les autres potentiels candidats républicains, non? Oui, bien sûr. Si Trump est dans la course pour 2024, les autres candidats républicains auront du mal à exister. Mais là, il faut que je vous parle du sondage qui a été mené pendant le CPAC auprès des participants. Ils étaient un petit peu plus de 1000 et qui, à mon sens, est assez révélateur. 95% des personnes sondées lors du CPAC souhaitent en effet que les politiques de Trump soient poursuivies par le prochain président républicain, quel qu'il soit, mais seulement 68% d'entre eux souhaitent que Trump se représente. Et donc, il ne fait pas complètement l'unanimité auprès de ces personnes sondées qui sont pourtant extrêmement trumpistes. Si l'avenir n'est pas totalement Trump, c'est qui les autres présidentiables cités par les participants au CPAC? Eh bien, dans la suite du sondage dont je viens de vous parler, on a demandé aux participants pour qui ils voteraient dans des primaires républicaines. Alors, si on dit que Trump fait partie des challengers, eh bien, il gagne avec 55% des voix. Et les suivants sont très loin derrière. En revanche, si on retire Trump de l'équation, eh bien, ça fait monter les autres présidentiables. Au premier rang arrive Ron DeSantis avec 43% des intentions de vote. Alors, Ron DeSantis, c'est le gouverneur de la Floride, donc je pense qu'il était surreprésenté dans les résultats puisque le CPAC avait lieu en Floride. En revanche, il faut faire attention à celle qui est arrivée en 2e position. C'est Kristi Noem, qui est la gouverneure du Dakota du Sud, une Trumpiste acharnée, et elle a recueilli 11% des voix. Et en 3e position, on trouve Don Jr., le fils du président, qui a recueilli 8% des intentions de vote au CPAC ce week-end. Et Mike Pence, il est nulle part? Non, Mike Pence ne recueillait que 1% des intentions de vote dans le sondage avec Trump, et il était même pas présent dans le sondage sans Trump. Alors c'est donc Don Jr. qu'il va falloir aussi surveiller, mais je suis un peu surpris de ne pas voir Ivanka sur la liste. Oui, en effet, en 2019, Trump avait dit à The Atlantic que si Ivanka Trump se présentait, elle serait très difficile à battre. Mais depuis, apparemment, elle a été dépassée en popularité par son frère aîné. Et d'ailleurs, Donald Trump souhaite que son fils parcourt le pays pour préparer les midterms de 2022. On peut se demander si Don Jr. pourrait défier Liz Cheney, par exemple, dans des primaires dans le Wyoming. On aurait donc un duel de filles et de fils d'eux, puisqu'on aurait face à un fils d'ancien président, une fille d'ancien vice-président, et pas n'importe lesquels dans les deux cas. Enfin, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il n'y a aucun républicain modéré qui sort de ces sondages du CPAC. Oui, c'est bien normal, puisque au CPAC ne se rendent que des ultras du Parti républicain. Et d'ailleurs, le parti dans son ensemble semble, on l'a dit, complètement sous le contrôle de Donald Trump. Et du coup, il y a du mouvement chez les républicains modérés, ceux qui se désignent comme des conservateurs ayant des principes. L'agence Reuters explique ainsi que début février, il y a eu une réunion entre ces républicains modérés pour discuter de la fondation d'un nouveau parti de centre-droit, ce qui, évidemment, serait un développement absolument énorme dans le contexte américain, à mon sens peu crédible car très difficile, mais il y a quand même eu 120 participants dans cette réunion sur Zoom. Effectivement, c'est significatif. Mais pour que ça marche, il faudrait aussi que Trump reste silencieux. Or, ça, on peut pas vraiment compter dessus, non? Oui, alors, vous l'avez dit tout à l'heure également, Trump se tait depuis qu'il n'est plus sur Twitter, mais s'il veut se représenter, il faudra qu'il trouve un nouveau moyen de communiquer directement avec sa base. Il y a un certain nombre de réseaux sociaux qui pratiquent une modération très très limitée, voire inexistante, et sur lesquels les discours extrémistes prolifèrent. On parle très souvent notamment du réseau russe Telegram, mais il y a les réseaux américains Parler et Gab qui sont aussi montés en puissance ces derniers mois.
Parler utilisait un serveur Amazon, mais s'en est fait éjecter au mois de janvier après les émeutes du Capitole. Et ce réseau a mis 1 mois à rouvrir sur un nouveau serveur qui s'appelle Skylift. Gab utilise depuis le début son propre serveur, donc n'a pas ce problème. Eh bien, ces 2 réseaux, qui sont, il faut le reconnaître, assez confidentiels, essayent d'attirer Trump. L'été dernier, Parler aurait, par exemple, offert 40% de ses parts à Trump s'il les rejoignait. Et Gab, de son côté, lui a également fait des avances. Et alors ? Eh bien, rien pour l'instant. Peut-être que des choses se préparent en secret, mais rien n'est sorti dans la presse ouverte. Le problème, c'est que Trump avait près de 89 millions d'abonnés sur Twitter. On estime que 10 millions d'abonnés le suivraient immédiatement sur sa nouvelle plateforme, quelle qu'elle soit, mais ces 10 millions, ce serait en gros sa base trumpiste. Trump aurait beaucoup de mal à attirer un public moins radicalisé sur des plateformes comme Parler ou Gab, qui sont considérées comme d'extrême droite. Et donc, c'est peut-être pour ça que Trump ne les a pas encore rejointes. On a aussi évoqué l'idée qu'il crée son propre réseau, mais techniquement, je ne sais pas très bien comment ça pourrait se passer. Mais alors Trump serait condamné à ne jamais revenir sur les réseaux grand public ? Oui, alors ça pose évidemment la question du bien fondé des censures quand elles sont appliquées sur les réseaux par les propriétaires, les entreprises privées. Et d'ailleurs, le conseil de surveillance de Facebook, qui est une sorte d'autorité indépendante de la plateforme, lancée fin 2020, est en train de statuer en ce moment sur un possible retour de l'ancien président sur Facebook. Donc, il va falloir voir ce qui se passe dans les semaines qui viennent. Puisqu'on en est au rang des ennuis de Trump, est-ce qu'on peut faire un petit point sur son agenda judiciaire ? Oui, alors j'ai sous les yeux une liste exhaustive de toutes les poursuites auxquelles Trump est mêlé, mais je ne vais pas vous la lire parce qu'on en a vraiment pour des heures. Je vais vous parler juste de l'essentiel. Alors, en gros, il faut savoir que Trump est poursuivi dans des affaires de 3 types actuellement. Des affaires d'agression sexuelle, des affaires liées à de la fraude fiscale ou financière, et puis troisièmement, tout ce qui est lié à ces tentatives de renverser le résultat des élections de 2020, y compris son lien avec les événements du 6 janvier. J'en évoque donc simplement 2. La première, c'est l'enquête criminelle dans l'État de New York qui porte sur d'éventuels délits fiscaux, des fraudes à l'assurance et d'autres crimes financiers. Il y a eu un rebondissement très important parce que le 22 février dernier, la Cour suprême fédérale a accordé au procureur de Manhattan, Cyrus Vance, le droit d'accéder enfin aux déclarations fiscales de Trump sur une période de 8 ans. Et là, ça risque d'être vraiment très compliqué pour Trump. Et croustillant pour nous. Sans aucun doute. Et puis, le deuxième écueil judiciaire qu'il faut absolument mentionner, ce sont les très nombreuses poursuites qui sont engagées contre Trump et ses alliés en lien avec sa tentative de renverser le résultat des élections et en lien avec les émeutes du Capitole le 6 janvier, y compris une enquête qui a démarré en Géorgie, en lien avec les coups de fil comminatoires qu'il avait passés aux responsables de l'État pour leur demander de trouver des voies républicaines, rappelez-vous. Mais le plus important, c'est sans doute la commission d'enquête parlementaire que Nancy Pelosi veut lancer à la Chambre des représentants sur les événements du 6 janvier. Ce serait une commission d'enquête qui ressemblerait à celle qui avait été mise en place après le 11 septembre. Donc quelque chose de très très important et qui pourrait être assez coûteuse politiquement à Trump dans les mois qui viennent. Eh bien voilà de quoi nous faire quasiment regretter notre changement de titre qui aurait peut-être dû rester Trump 2022, Trump 2024, Trump Forever. Je vous laisse sur cette note, Laurence, et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir, Romain. New Deal, chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.